Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Venir d'un pays froid ne vous a jamais empêché de créer des shows. Vous n'avez jamais suivi les modes, vous les avez toujours précédés. Et cela avec une grandeur d'âme qui n'a d'égal que celle du décor de votre nouveau spectacle. Bonjour Robert Charlebois. Bonjour Jacques Pessis. Eh bien, retour dans les clés d'une vie où vous êtes déjà venu parce que vous êtes de passage en France pour un show extraordinaire dont on va parler tout à l'heure au Grand Rex. Et puis, bien sûr, je vais revenir sur votre parcours à travers des dates que j'ai trouvées qui correspondent à justement vos débuts, notamment le 16 juin 62. Ça ne vous concerne pas directement. C'est la première d'une émission au Québec qui s'appelle Jeunesse oblige. Et 3 ans plus tard, vous allez avoir un prix dans cette émission, je crois. Wow. C'est-à-dire le prix de la découverte de l'année. Oh boy, ça c'est du télétravail en noir et blanc. Ça, je crois que la couleur n'était même pas arrivée à la télé à l'époque. Non. Du vrai télétravail. Oui. Et c'est vrai que c'était une émission où on vous a découvert pour la première fois à la télévision tout jeune. 62, j'avoue que... C'est 65 pour vous. Pour vous, le prix, c'est en 65. Le prix, c'est en 65. Ah oui, ça, je me souviens. Auteur-compositeur de l'année. Oui. Une chanson qui s'appelait La Boulée, qui parlait d'un mouton qui pisse. Voilà, chanson qu'on va écouter, tiens, justement. Je t'emmène dans ma boulée, dans ma boulée coulante. Ça vous fait rire qu'il ressemble au début? Ah ben, ça me fait rire parce que c'est moi sans être moi. Il n'y a plus une molécule ou un atome de ce corps-là qui m'appartient aujourd'hui. Peut-être à l'intérieur du genou, un morceau d'os, mais tout le reste est pas mal changé. mais voilà, je chantais, moi, ma rivière à truite, puis ma mère, elle disait, mais pourquoi tu fais pas comme Tony Roman, t'écris pas des chansons pour les filles? Elle avait raison, ma mère. Je comprends que ça marchait pas, là. Mais j'avais un succès d'estime quand même. Bien sûr, non, mais... Mais attends, je crois que j'avais vendu 2000 albums. Oh, bon, aujourd'hui, ça serait immense. Oui. Mais disons que dans les années 80, 2000 albums, tu ne signais pas un contrat avec ça parce que... Mais moi, je trouvais ça immense, 2000 albums. Parce que je me prenais pour un poète, attention. Je me disais, mais un recueil de poèmes, ça se vend... Je pensais aux grands poètes de chez nous, Gaston Miron et tout ça, à 200 exemplaires. Moi, j'ai touché 2000 personnes qui sont sorties de chez eux pour aller acheter mon disque au magasin. Mais maman, c'est un triomphe. et en plus, pour cet album, vous avez eu un prix spécial au Festival du disque. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui. C'était les premiers festivals du disque bien avant les Victoires de la musique ou bien avant ce qu'on appelle la disque aujourd'hui. Oui. Et oui, voilà, je me souviens de cette soirée-là. Ouais. Alors, il se trouve que, au départ, vous avez un père qui est industriel de l'acier, mais vous avez une tête d'acier puisque vous résistez notamment dans les écoles religieuses, vous devenez un vrai rocker. Ouais, des nerfs en acier, puis... je dirais pas une tête heavy metal quand même, mais je pense que... Après avoir quitté la guitare acoustique et puis tout le côté Vigneault, Brassens, Félix, que j'ai adoré dans ma vie, je connaissais même tout le répertoire de Guy Béard au complet, et puis j'avais une admiration pour Nougaro, pour moi. C'était un peu plus tard, ça. Mais non, le jazz et la java, c'est dans ces années-là. Exactement. Et ça dit exactement tout, le jazz et la java. Il faut réécouter ça. C'est un chef-d'œuvre absolu. Tout à fait. Et sur la dichotomie qu'il peut y avoir entre la musique qu'on a aimée tout jeune, la musique qu'on aime maintenant, qu'on va aimer plus tard, c'est fantastiquement bien construit. Ça mérite une écoute en ce moment, aujourd'hui, pour savoir ce qui se passe. C'est générationnel, ça. Complètement. Passer du rock au rap, etc. Là. Et vous, le rock, vous l'avez découvert, je crois, à 13 ans. Et puis, vous aviez été à l'époque renvoyé de l'école, je crois, pour mauvaise influence sur vos camarades, Robert Charlebois. Oui, j'organisais des soirées Elvis. Ça plaît pas dans les écoles religieuses. C'était ça s'appelait les Sulpiciens, c'est encore plus bourge-cathoréaque que les Jésuites. Là. C'est vraiment... Écoute, c'était des collèges exclusivement masculins où le seul fait d'être vu avec une fille sur la rue
méritait une exclusion. Alors moi, j'organisais des parties mixtes dans les sous-sols de nos parents le samedi quand nos parents partaient pour aller au cinéma. Oui. Parce que la télé, tout le monde n'en avait pas de télé à Oui. l'époque. Puis comme je te dis, elle était en noir et blanc, puis il y avait une chaîne, puis elle n'était pas toujours drôle. Et donc, oui, je me rappelle de ça, oui. Forte tête, mauvais caractère, parce que j'avais été pensionnaire longtemps. Oui. Et je sortais, et tout arrivait à la Révolution américaine, le rock and roll, Bill Haley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Elvis, Ray Charles, Fats Domino, c'est mes idoles de jeunesse, d'adolescence. Voilà. Et c'est beaucoup plus tard, quand on parle de la Boulée, j'avais déjà 16-17 ans, j'étais déjà un intellectuel. Attention, je lisais Sartre et Camus, on n'aurait plus. Alors, il se trouve aussi que vous traîniez le soir dans les bars, je crois, Robert Charlebois, que les policiers vous ramenaient à la maison quelquefois. Non, c'est arrivé ça? Ah oui, une fois ou deux. Je me souviens, je crois qu'une fois, j'avais piqué l'auto de mon père. Parce que quand mes parents se sont mis à aimer Elvis, parce que ma maman, elle aimait Falling in Love with You, ça c'est plus tard, mais elle aimait beaucoup, mettons, Are You Lonesome Tonight ou Love Me Tender. Là, j'ai dit, il est temps que je m'en aille ailleurs. Parce que le principe de base d'un adolescent, c'est d'écouter de la musique qui fait chier ses parents. Oui. Ça, c'est pour ça que le rap est tellement populaire aujourd'hui. Ils n'ont pas raté leur coup. Et donc, je mettais Little Richard, là, parce que ça énervait mes parents. Good golly, Miss Molly! Et puis, je sortais l'auto du garage, parce qu'on avait déjà... mon père étant dans ses usines, était à l'avant-garde de tout. Il y avait l'œil magique pour ouvrir la porte automatique et tout. Et donc, je sortais l'Oldsmobile et j'allais le garer au coin. Puis là, j'appelais mes copains, puis je disais à mes parents, je m'en vais marcher autour du bloc, que je reviens dans 1 heure. Écoute, j'avais 13 ans, pas de permis de conduire, pas de licence. Je me noircissais les joues, puis je mettais le chapeau de mon père, tu sais, si on croisait des policiers. Puis tous mes copains se planquaient dans le fond de l'auto dès qu'on voyait une voiture de police. Et je savais à peine c'était quoi un feu rouge, une lumière verte, et faire un stop, une priorité, je connaissais pas trop ça. Donc, aujourd'hui, j'en frissonne. J'aurais pu mettre mes parents dans la rue pour le restant de leur jour. Oui. Et il y a un bon Dieu pour moi. En tout cas, je suis toujours là, 78 ans plus tard. Voilà. Alors, et en pleine forme, Robert Charlebois, et surtout... Malgré les vacances. Malgré les... Ah oui. bah ouais, parce qu'il n'y a rien de plus fatigant que des vacances. On est bien d'accord. C'est le travail qui nous fait en forme, qui nous tient en forme. Le travail, c'est la santé, Ouais, disait Henri Salvador. Ouais, Alors, puis rien faire, c'est la conserver. C'est ça. Disait Charlebois. Et Charlebois, justement, vous avez réglé la circulation sur les Champs-Élysées. Ça aussi, c'était dangereux avec Serge Gainsbourg. Oula, ça c'est dangereux aussi. Ça. Ouf! Ça, je sais pas à quelle date, par exemple. Oh, c'est beaucoup plus tard. Années 70. Beaucoup plus tard. Ouais, Charlotte était petite, elle devait avoir 7-8 ans, donc calculé. Et puis j'allais chez Serge, là où ils vont faire son musée. Là. Oui. Puis il y avait je me souviens, le premier piano Yamaha, pas un piano à queue, un petit piano droit, avec le clavier qui bougeait. Oui. Puis il me dit pas un mot. Puis il y a une chanson de moi qu'il aimait bien, qui parle des pianos bars, qui s'appelle Joe Finger le Doux. Puis il dit, joue-la moi celle-là, OK. Et on part, on fait la tournée des Grands-Ducs, les bains-douches, le cœur samba, la tata, tout quoi. Il m'amenait dans des endroits où il était toujours reçu à bras ouverts, puis... je sais pas qui réglait la note, j'ai jamais vu. Mais Quoi qu'il y en avait pas. Salé quand même, parce que... Mais bon, cela dit, je l'ai vu marcher pas toujours droit, mais je l'ai jamais vu tomber, Serge. Tu sais, il y avait je sais pas c'est quoi son secret, mais il y en a un. Oui. Parce que c'est mathématiquement impossible que tout cet alcool tienne dans le même petit bonhomme. Mais En tout cas, à la suite, à une soirée plus que bien arrosée, on voit là, on est rentré vers 2-3 heures du matin, puis il avait dirigé le trafic sur les Champs-Élysées. Il y a de quoi vraiment, tu sais, à ces heures-là, là, à l'époque, bon. Mais bon, c'est des folies qu'on fait. Et puis, rendu chez lui, c'était pas fini, il voulait que ça continue. Il y avait un orgue aussi. Et il m'avait rien dit. Il démarre le piano. Et là, je vois les notes qui se mettent à jouer ma chanson, mais j'étais vraiment faite à l'os, comme on dit. Et là, j'ai fait comme un début de crise cardiaque en me disant, mais tu sais, j'hallucine, puis pourtant, j'ai rien fumé, on n'a que bu.
Et là, il a arrêté le truc en me disant, tu sais, c'est un prototype que Yamaha m'a prêté. Alors, je ne sais pas si c'est encore dans son piano, ça. Ça ne m'étonnerait pas si personne ne l'a effacé. Peut-être que moi, je l'ai effacé, par contre, en disant, ben là, tu me feras plus ça 2 fois. Non, mais c'est vrai qu'il buvait beaucoup, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que, non, comment il a tenu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait un chien, et son chien est mort avant lui d'une cirrhose du foie. Ouais, ça parle. Et alors, vous avez connu, vous, Robert Charlebois, les boîtes à chansons au Québec, où là, vous ne buviez pas, mais vous chantiez, souvent pas écouté par le public, d'ailleurs. Ben, les boîtes à chansons, disons qu'il y avait des micros qui désamplifient la voix. Ah, voilà. Et tout le monde écoutait religieusement. Si quelqu'un toussait, le chanteur arrêtait. Oui. Quoi, mon texte ne vous intéresse pas, madame? Et puis tout le monde buvait du café ou du brio Kinoto sur des coussins. Ça buvait pas, ça. Non. Aux chandelles. Ça se Mais passait c'était dans une des boîtes à chansons, un peu comme vous aviez les boîtes rive gauche avec les nappes à carreaux puis les chandelles sur les tables et tout, dans le temps de l'écluse puis tout ça. C'était l'équivalent au Québec. On appelait ça des boîtes à chansons. Il y en avait... à un moment donné, il y en avait 200 dans le Québec. Puis il devait y avoir au moins 200 chansonniers ou 200 chanteurs, parce que je me demande aujourd'hui comment ils faisaient pour vivre, mais il y en avait 200. Voilà. Et il en est resté un, et on va continuer à l'évoquer à travers une autre date, le 26 mars 1969. À tout de suite sur Sud Radio avec Robert Charlebois. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Robert Charlebois, qu'on retrouvera au Grand Rex le 1er et 2 avril, c'est pas une blague, on va en parler tout à l'heure, avec un spectacle tout à fait étonnant et innovant. Et à propos de spectacle, le 26 mars 1969, vous êtes en première partie de l'Olympia, avant Antoine et Georgette Plana, chanteuses des années 30. Et vous arrivez avec une réputation de clown psychédélique, et vous chantez cette chanson. Première fois d'une chanson qui est devenue un classique Lindbergh avec vous et Louise Forestier. Ouais, c'était en mars, quoi? 69, 26 mars. OK, oui. Ben, ça, c'est de la musique classique. Voilà. Donc, c'est mieux vaut être un jeune compositeur classique qu'un vieux chanteur. Ça a plus de 50 ans, vous voulez dire, mais oui. Oui, mais vous n'imaginiez pas à l'époque que 54 ans. Non, je pensais pas que ça allait durer plus que 3 semaines, moi. Parce que cette chanson a été quand même une révolution au Québec. Oui, à plus d'un niveau. Parce que, comment vous dire, j'avais montré ça à Vigneault. Oui. Gilles Vigneault, mon ancêtre, avec Félix Leclerc. Puis il dit, écoute, mais il n'y a pas un pied qui a la même longueur là-dedans. Comment tu vas faire? Il n'y a pas un être humain qui peut mettre ça en musique. Moi, il ne faut jamais me dire, tu peux pas faire ça. Parce que j'y vais. Et puis, à un moment donné, c'était la période psychédélique. Vous me disiez, on peut pas toujours être stone non plus. Oui. Sous stone, c'est très agréable. Mais à un moment donné, il faut travailler. Et la psychédélie a amené pas mal de belles choses. Les années 70, les musiciens qui ont traversé ça ont pris... Moi, sur ce même album, il y avait du hard rock, il y avait du funk, il y avait du heavy metal, il y avait du blues, il y avait... Tu sais, c'était moins compartimenté qu'aujourd'hui, mettons. Tout ce qui était psychédélique, ça incluait même la vieille ballade naturelle, le folk pouvait être psychédélique. Et c'était des grandes années musicales. Et c'est une chanson, comment vous dire, qu'on a fait sur scène longtemps. C'est un show qui s'appelait L'Hostie Show, Oui. où je soignais mon visuel. Les musiciens étaient au ciel, étaient au plafond, pendant que Louise et moi, on chantait en bas et tout. Et quand nous sommes entrés en studio, on n'avait plus besoin de feuilles, ni de texte, ni les musiciens, et ça s'entend sur le disque. Il y a une énergie, il y a un arrangement qui n'existe pas. Parce que c'est free jazz, et puis c'est pour ça que ça résiste autant, je crois. Moi. Et pourquoi Lindbergh, justement? Vous aviez... Lindbergh, parce que c'est le premier qui a traversé en avion l'Atlantique, et moi, curieusement, c'est la première chanson qui m'a... J'avais eu des succès d'estime avec mes 2-3 premiers albums, mais ça traversait pas vraiment l'océan. Et Lindbergh, quand j'ai vu la pochette, pas de hache, j'ai été obligé d'inventer une joke, puis j'ai dit, on l'a fumé. Voilà.
Mais ça m'est venu vite. Je me suis étonné moi-même de ce jour-là. Les journaux disaient, mais pourquoi j'avais oublié le H? Oui. On l'a fumé à Lindbergh. Bon, passons. Mais il sait que Lindbergh, il a dû lutter contre le sommeil dans sa traversée de New York-Paris et ils avaient construit un profil aérodynamique instable sur l'avion. Chaque fois qu'il s'endormait, pof, il s'est réveillé par un choc de l'avion. Ah ben c'est formidable. C'est ce qu'ils font un peu avec les lignes blanches au Québec maintenant. C'est ce qu'ils font Dès aussi. que s'il y a une bordure sur l'autoroute, dès que ta voiture touche à la bordure, fait brrr, ça te réveille. Alors, lors de cet Olympia, il y a eu un incident. Alors, il faut rétablir la vérité parce qu'on dit que vous avez jeté la caisse claire dans la salle. En fait, c'était un accident et pas du tout parce que la légende prétend que vous êtes mis en colère, que vous avez jeté. Non, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y avait un groupe reconstitué. Qui le Jazz Libre voulait se séparer en deux déjà. Il y en a qui voulaient faire du rock libre, d'autres du jazz libre. Louise voulait chanter du folklore. Moi, je voulais chanter du rhythm and blues. Georgette Plana, moi je pensais que c'était un groupe psychédélique. Plana, Antoine, Georgette Plana, enfin des hippies en France. La France découvre la psychédélie avec Georgette Plana. C'est un groupe, ça doit fumer du bon ce groupe-là, pour s'appeler comme ça. Et là, je vois Georgette arriver avec sa petite robe rouge, ses souliers rouges à talons hauts, tout ça. J'ai compris. Jolie fleur de... Riquita, jolie fleur de Java. Ben oui, mais jolie fleur, déjà, c'est pour le pot, ça. Tout concordait, sauf la voix. Voilà. Mais cela dit, elle nous a quittés, puis je l'ai adoré, cette femme-là, vraiment. C'est le jazz et la Java, encore Exactement. une fois, on y revient à Nougaro. Ouais. On revient à Nougaro. Donc, vous jetez votre caisse claire dans la salle, ça fait scandale. Non, la cascade, elle a roulé, puis je l'ai peut-être aidé un petit peu. Mais les cymbales, c'est trop dangereux, là. J'ai pas inventé le frisbee en tranchant des têtes, puis comme la légende le veut, là. Non. Et ça a fait à la fois... Je suis pas un gars méchant. Je suis pas patient, mais je suis pas méchant. Non, et puis surtout... Mais je sais. Et surtout, quand Catrix s'est fâché, ça vous a servi, car ça vous a fait de la pub, finalement. Ça a été extraordinaire. Mais c'était pas calculé. Les gestes gratuits ont toujours beaucoup plus de valeur que les autres. Oui. Et quand, sur le retour au Québec, le sauvage du Canada s'est tenu debout devant les Français, etc. Écoute, je vidais les cours d'école quand je passais devant une école. Les enfants couraient après moi et tout. Et puis après, Bruno m'a rappelé, il m'a confié les clés de la boîte. J'ai fait tout ce que je voulais les années d'après. Et puis il m'a amené manger des spaghettis chez lui là-haut. Puis il fallait repeindre la cuisine à chaque fois, mais quand même. C'était un beau souvenir. C'était un grand souvenir. Et on s'est quittés très, très bons amis. Il disait, allez vous calmer un peu, là. Et puis, un jour, vous reviendrez. Puis, je suis revenu. Puis, on s'est toujours très bien entendu. Et vous avez toujours innové. Moi, je me souviens d'un spectacle au Palais des Congrès, donc pas l'Olympia, où vous êtes arrivé avec des patins sur scène. Ouais. Ça aussi, c'était nouveau. Patin Robert. à glace. Oui. Mais une fausse glace qui ressemblait beaucoup à la table ici, devant laquelle nous sommes, là. Mais, tu sais, on dit que tous les Québécois savent patiner. C'est vrai aussi. Mais pas comme Candeloro. Moi, je patinais à peu près comme Candeloro quand j'étais jeune. Pour ça que dans le nouveau spectacle que vous allez voir, je joue pas grand-chose. Peut-être un peu de guitare, c'est tout. Mais je danse. J'étais meilleur que Nureyev quand j'étais jeune, il paraît aussi. Donc, c'est un show de danse que je fais. C'est pour ça que c'est plein. Je joue pas de musique pour une fois. N'exagérons rien. Non, j'en joue un peu quand même. Un petit peu quand même. Mais j'aime l'orchestre. Moi, je suis un gars d'orchestre, tu sais. Mais oui, et puis surtout, vous n'êtes pas un artiste ordinaire, en dépit de la chanson que vous avez également interprétée. Je suis pas un clown psychédélique. Ma vie à moi, c'est la musique. Cette chanson canadienne qu'on connaît en France a remporté un prix en Pologne, Robert Charlebois. En Pologne, oui. Ben moi, j'ai gagné aussi mon premier... ce qui m'a mis le pied à l'étrier pour la francophonie, c'est le Festival de Spa, en Belgique, en 69, j'avais 25 ans le 25 juin, puis je crois que j'ai gagné le 24 ou le 25, mais c'était mon année chanceuse et j'y croyais, puis j'y ai cru toute ma vie. Donc, j'étais prêt quand la chance a passé. J'avais mes 10 000 heures, moi, de guitare, de piano, de théâtre, tu sais, donc j'étais prêt. Si c'était passé un peu trop tôt, je l'aurais peut-être échappé ma chance. Surtout que cette chanson, c'est Mouffe qui l'avait écrite avec vous. Oui. Et ça remonte à l'école du théâtre que vous aviez fait, Robert Charlebois. On avait fait l'école de théâtre avec Mouffe. On se connaissait depuis l'âge de 16 ans. On a écrit des chansons, Madame Bertrand,
beaucoup de chansons. Miss Pepsi pour Deux femmes en or, dont le réalisateur nous a quittés cette semaine. Enfin, pour aller vite, on avait fait un flop sanglant qui s'appelait la fin tragique de Superchipelargo, un truc de Marcel Sabourin, avec qui j'ai fait tout écartiller dans Paris, Teuvla, des gros rock et tout. Et on voulait... Personne essaie de faire une mauvaise pièce ou un mauvais film ou un mauvais disque. Et nous, on y croyait, mais c'était comme une coche au-dessus de la psychédélie. Et là-dedans, il y avait des trains électriques sur la scène, puis moi, je faisais un super héros, un gros géant, puis j'écrasais. Je crounchais des petits bonhommes dans le train, etc. Puis Mouf, à la fin, me croquait à la tête. Mais en tout cas, ça n'avait pas beaucoup de sens. Il y en a qui sont devenus célèbres parce qu'ils sont restés jusqu'au bout à cette pièce-là. Il y en a 2 ou 3, dont Jean Rouche, je crois, célèbre pour la chasse au lion à lac. Il était resté jusqu'au bout. Mais les autres sortaient au milieu faire l'entracte, ils n'en pouvaient plus. Et on a fini ça devant une salle vide, la honte. Là. Puis le producteur, il voulait absolument qu'on honore notre contrat. Parce qu'à Broadway, quand une pièce est une demi-salle, tu l'enlèves tout de suite. Mais là, il voulait qu'on fasse nos 3 semaines. Ça a été un calvaire. Mais là, je disais à Mouf, moi, je suis un gars ordinaire. Il faut que les gens se mettent dans la tête que je peux pas faire l'indépendance du Québec à moi tout seul. Je peux pas régler la grève des éboueurs. Je peux pas régler la grève des taxis. Et puis, on s'en va voir Aznavour un samedi soir. Charles, c'est celui que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. Puis j'ai eu des rages de Ferré, de Barbara, de tout ça. Mais Charles, j'ai toujours aimé, depuis l'âge de 14-15 ans, à travers les rock américains, tout ça. Bon. Et on s'en va à la Place des Arts. Et moi, pendant la fin tragique de Superchipelargo, on avait un band. Puis je jouais avec le Gros Pierre, des accords. Puis c'était juste une suite d'arpèges. Et puis, ça grandit dans toi, ça. Et puis, en sortant du show d'Aznavour, moi, je m'en vais me coucher, et Mouf, elle reste debout. Et le lendemain, il y avait ça sur le piano, ce texte. À peu près tel quel. J'ai dû changer 3 lignes, c'est tout. Et donc, là, ça s'est mis en forme. Et puis, c'est devenu cette chanson-là qui roule encore après 50 ans. Encore de la musique classique, ça aussi. Voilà. Et vous êtes d'autant plus un classique qu'il y a une autre date qui compte dans votre vie, c'est le 23 septembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Robert Charlebois. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Robert Charlebois, qu'on retrouve à Paris le 1er et le 2 avril au Grand Rex, dans un spectacle phénoménal qu'on évoquera tout à l'heure. Si je parle du 23 septembre 2022, c'est ce jour-là qu'a été inaugurée une fresque à Montréal par Laurent Gascon, inspirée par cette chanson. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. Car il y a une fresque aujourd'hui, je reviendrai à Montréal, dans Montréal. Oui, il s'appelle... Il n'y a pas que moi, il y en a fait une avec Yvon Deschamps, je crois, Diane Dufresne, Vigneault. Il s'appelle l'Escouade de la muralité. Oui. Et ils font des murales en céramique. Il y en a une immense de Leonard Cohen, bien sûr, parce que lui, c'est Monsieur Montréal, plus que moi même. Lui, c'est plutôt anglophone aussi, là, mettons. Tous les États-Unis, tout ça, ça compte un peu sur la planète, ça. Il n'y a pas que le Québec. Mais moi, ils m'ont mis à l'entrée du pont Jacques-Cartier, là, où passent centaines de milliers d'automobilistes par jour. Donc, ça fait un petit velours pour mes enfants, parce que j'ai plus de parents. Mais, comment te dire? Ce qui est triste, c'est que cette fresque-là va vivre beaucoup plus longtemps que moi. Puis un jour, on dira, tu te souviens, dans ce quartier-là, il y avait encore des gens qui parlaient français. Oui. En 2022, 2023 et tout ça. Parce qu'un jour, ça va disparaître. Moi, je voulais pas que ça disparaisse de mon vivant, mais j'avais pas anticipé, moi, le Internet. Puis et donc, tout se passe pas mal en anglais pour les jeunes aujourd'hui. Oui, donc, c'est une peau de chagrin, la langue française en Amérique du Nord. Voilà. C'est pour ça qu'il faut se battre ou alors il faut se résigner. Mais on assimile presque autant de mots anglais que vous. Et quand je dis presque, vous en assimilez sans vous en rendre compte plus que nous. Donc, évidemment que ça va disparaître ici, comme le latin est disparu. Mais il ne faut pas pleurer pour ça. Non, puis on parle il y aura encore d'autres choses. Et puis on parle Une encore langue, ça sert à s'aimer. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Ça sert à s'insulter tout le temps.
C'est pas une belle langue. Mais quand même, franchement, alors, vous ne pensiez pas au début avoir un jour une fresque à Montréal, et puis il y a même un timbre à votre effigie, Robert Charlebois. Ouais, j'ai eu un timbre, mais un vrai, là, avec lequel les gens pouvaient... C'est votre côté Je me demande timbré. si j'en ai gardé un pour moi. Ben, je suis pas collectionneur, moi, mais j'ai pas un esprit de collectionneur. Mais je fais attention à mes vieilles affaires, des fois, puis je crois que j'en ai gardé un, oui. Mais c'est quand même extraordinaire d'avoir un timbre à son Il effigie. n'y a pas que moi, il y a Edith Butler aussi pour Ouais. l'Acadie. Ouais, nous sommes cousins de timbre, Edith et moi. Et il y a même une rue Charlebois dans l'ancienne ville de Beauport qui est maintenant à Québec. Ah bon, Ouais. ça me déçoit, ça. J'aurais préféré un pont Oui. ou une autoroute. Mais avoir une rue de son vivant, Mais c'est... non, mais finalement, après ma mort, je m'en fous pas mal de ce Ouais. ce qu'ils feront avec moi. Mais j'ai pas hâte d'avoir un nom, un pont qui porte mon nom, non. Non, pourquoi? Ben, il aurait pu prendre le pont Champlain. Déjà, Oui. il aurait sauvé les 2 premières lettres, Oui. tant qu'à le refaire. Mais... non, mais écoute, comment dire? Moi, je pense qu'il est mort... ils restent vivants tant qu'on parle d'eux et qu'on Oui. les écoute. Et c'est là... Ce que je dis là, c'est vrai pour Socrate, comme c'est vrai pour Gershwin. Mais le jour où on les oublie, où on cesse d'en parler, ils meurent vraiment. Mais sinon, je crois pas qu'il y a d'autres choses. moi. Mais le fait d'avoir cette postérité de son vivant, ce que vous n'auriez jamais imaginé à votre début, c'est quand même... ça vous surprend, Robert Comment Charlebois? vous dire... La postérité de mon vivant, moi je crois au plurivers. Hein. Je crois qu'il y a des milliards de galaxies au moment où on se parle qui sont en train de tourner au-dessus de nous. Fait que ils s'en foutent pas mal de ma céramique. Et dans le plurivers, s'il y a il y a d'autres terres puis d'autres lunes qui sont à peu près au même... parce que c'est infini, cette affaire-là, comme disait Einstein. Comme la connerie humaine, puis encore, on n'est pas sûr On n'est pas sûr. pour la connerie humaine. Mais s'il y a vraiment des plurivers, mon rêve total serait de comparer les instruments de musique avec les autres planètes. C'est où ils sont rendus. Parce que la guitare électrique, ça a à peine 100 ans là, Oui. pour nous. Les synthés, c'est arrivé en 80, 70, les premiers synthétiseurs. Donc, c'est jeune, ça. Et donc, les autres planètes, si c'est les mêmes distances entre la Terre, la Lune et le Soleil, à l'infini comme ça, dans le plurivers, ça veut dire qu'ils sont peut-être plus gros ou plus petits que nous, mais ils doivent nous ressembler en quelque part, puis ils doivent faire de la musique. Exactement. Ben, je crois, hein? Ah, ce serait intéressant. En tout cas, on transmettra aux intéressés. Et puis, non, il y a eu un événement aussi extraordinaire, parce que moi, ça m'a marqué le Québec et le monde entier. C'était le 3 juillet 74, la super franco-fête avec Félix Leclerc et Gilles Vigneault, et cette chanson qui est devenue un hymne national au Québec. Quand les hommes vivront de l'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Chaque fois qu'on l'entend, ça donne encore des frissons, Robert Charlebois. Oui, ça, c'est un live, mais j'en ai entendu une cette semaine que j'avais oubliée, que j'avais faite à une émission de Drucker avec mon ami David McNeil et mon ami Renaud, et c'est très, très beau aussi. Et on dirait que ça sonne mieux que celle-là. Ça a été fait en studio. Puis Renaud est au sommet de sa forme. Ça doit avoir 2 ou 3 ans, pas plus. Et vous l'écouterez un jour, vous allez voir que c'est... Mais une belle chanson, a good tune is a good tune, comme disait Johnny Cash. Et celle-là, on peut la chanter... Même les enfoirés en ont fait un reggae. Ils sont vraiment enfoirés d'avoir fait ça en reggae. Mais c'était beau quand même. Oui, mais en Écoute, même temps, donc, il y a des extraordinaire. chansons qui évoquent des choses. Et Raymond Lévesque nous a quittés cette année. Et nous, quand on a fait ça, c'était pour représenter tous ceux qui n'étaient pas sur scène avec nous, pour célébrer cette super franco-fête qui était historique, comme tu dis. Oui, et 100 000 personnes, je crois, dans les plaines d'Arbrane, beaucoup qui était un plus, parc. ouais. C'était énorme. Vous vous souvenez de cette journée où vous avez chanté Je me souviens de tout, pas de tout, mais je me souviens que tout parti politique confondu, là, c'est comme si on mettait Mélenchon à côté de Macron, puis qu'il n'y a pas de match de boxe entre les deux, mettons, même pas un ongle brisé. Il y avait M. Lévesque, M. Trudeau, il y avait les indépendantes, il y avait en tout cas tous les partis, les municipaux, provinciaux, fédéraux. Et on célébrait le fait français qu'on avait un espace en Amérique du Nord dont on a toujours besoin. Et c'est ça qu'on célébrait.
Et puis, on voyait les gens arriver. Félix, il disait, mais penses-tu qu'il y aura du monde, toi? Puis il avait un peu peur de moi parce que lui aussi, la batterie à l'Olympia, j'espère qu'il lancera pas sa batterie. Je la lancerai pas au Grand Rex, ne paniquez pas, parce que je suis très, très haut. Là, je pourrais tuer des gens pour vrai quand je joue du drum au Grand Rex, si jamais j'échappe un morceau. Et donc... pour la faire, il me dit, puis tout à coup, il dit, on voyait des gens, mais ça sortait comme s'ils sortaient du gazon, puis des buissons sur les plaines d'Abraham. Puis là, 20 000, 10 000, 40 000, 50 000, 100 000, il dit, moi, Félix, je me retiens pour pas pleurer dans ce temps-là. Et vous pensiez que cette chanson deviendrait un hymne national, car quand on parle du Québec, on vous chante quand les hommes vivront d'amour. Ben, moi-même, de temps en temps, je la fais pas dans ce show-là, mais dans un autre show, oui, je la fais quelques fois. Puis les gens aiment ça, puis on a besoin de ça. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Enfin, les gens ont envie d'entendre ça, surtout en ce moment, surtout en France en ce moment. Et moi, je me souviens de petits malins que j'avais vu un jour dans une émission de télévision. Ils s'étaient installés dans un hôtel voisin au 56e étage où il y a un restaurant qui tourne. Et ils avaient vu le spectacle depuis le restaurant qui tourne en tournant tout le temps. C'est pas mal, ça. Mais moi, j'ai déjà fait un show sur le lac Ontario, à Toronto, sur une scène qui tourne. Et la scène, elle faisait un tour complet pendant 1 heure. Un tour par heure. Mais les gens, c'est formidable. Les gens ne bougent pas, ils sont tout le tour, mais ils te voient à un moment donné de face, de profil ou de dos. Moi, je suis beaucoup plus beau de dos, t'as remarqué. Et puis, les musiciens, pareil, tu sais, ils voient passer le batteur, le guitariste à 3 pieds 2, puis à la fin du show, on revient à la place du début. Voilà. Alors, un cercle complet. Alors, je sais aussi que vous vivez une partie de l'année, Robert Charlebois, dans un chalet dans les Laurentides, où dans ce chalet, il y a les souvenirs des photos de tous ceux que vous avez côtoyés. Et je sais qu'il y a une photo avec Alain Delon, et qu'avec Alain Delon, un jour, ça a failli mal se passer, vous avez renversé. C'était dans le temps du Festival du film de Montréal. Il était président du jury. Puis Régine avait ouvert une boîte mal éclairée, comme toutes ces boîtes, avec des marches cachées. Et puis, il parlait avec ma femme, parce que française, elle, et puis Alain Delon, puis tout était beau comme un dieu, Alain. Je l'invite vraiment, s'il peut venir au Grand Rex. Je sais qu'il était venu la dernière fois, mais là, je sais qu'il sort pas beaucoup, mais mon Dieu, quel personnage. Lui et Belmondo, c'est mes idoles de jeunesse, de toute façon. Belmondo, tu comprends pourquoi aussi. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Et donc, je m'approche, puis je le vois parler avec ma femme, mais j'avais un verre de scotch avec des glaçons. Puis là, vraiment, je me prends le pied dans la marche, puis je renverse ça sur ses culottes, sur son pantalon. Ça fait vraiment une Marie jaloux, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ma femme, toi, là? Puis là, j'ai dit, ben là, est-ce que c'est Delon ou Alain qui va me répondre? Puis ça a été Alain. En tout cas, on a beaucoup ri de ça, puis ça aurait pu mal se passer, évidemment. Et puis, depuis, voilà, je le croise à l'occasion, et puis je lui souhaite le meilleur... Vous avez rompu la glace avec lui grâce à ce verre, finalement. Oui, grâce à un verre plein de glace. Et il y a quelqu'un aussi qui a compté dans votre vie, ça a été beaucoup plus calme, et il y a une chanson qui l'évoque. Quand je serai mort, enterrez-moi dans un piano noir, comme un corbeau. Le piano noir, Barbara. Car vous avez passé beaucoup de temps avec Barbara dans sa maison de Précy-sur-Marne, près de Paris, et vous êtes un privilégié parce que peu de gens y allaient, Robert Charlebois. Ouais. Ben, moi, je chantais à la mort. Quand on est jeune, quand on a 30 ans, on peut chanter. Quand je serai mort, enterrez-moi dans un piano. Elle était venue, j'avais chanté un jour près de son Précy-sur-Marne, son village. Elle était venue avec son boa. Elle était venue dans ma loge en disant, vous savez, cette chanson me touche beaucoup. Je crois qu'elle commençait à être malade. Vraiment, elle sentait la maladie un peu la ronger. Et puis, elle dit, mais moi, je l'aime tellement, cette chanson-là, que j'aimerais l'interpréter. Mais... je voudrais, vu que je lis très mal la musique, elle me disait qu'elle lisait pas du tout, mais ça se peut pas, là. Si elle lisait pas la musique. Elle lisait pas, mais quand même, elle savait où était le do sur un piano. Oui. Bon, mettons, comme moi. Moi, je suis pas un grand lecteur non plus, mais je suis capable de déchiffrer quand même. Faut pas me demander de jouer du Beethoven demain matin, là, mais tu sais, je serais capable. Si tu me donnais un an et demi, là, je vais être capable de déchiffrer un morceau. Et donc, elle me dit, mais venez chez moi dimanche, mon éclairagiste, Jacques Revirelis, il va passer vous prendre. Bon. Et puis là, elle me dit, mais... J'ai dit, pourquoi l'éclairage? On va commencer par apprendre la musique. Elle dit, oh, non, il va éclairer vos doigts, lui, puis moi, je vais filmer. Elle avait une petite caméra. Puis, je vous jure que revenez dimanche prochain
je veux la jouer exactement comme vous. Je vais supprimer l'intro parce qu'il est un peu long, etc. Comme elle avait ses goûts à elle, très précis. Et voilà. Et puis le dimanche d'après, avec Rouvi Rollis, elle avait un petit studio derrière sa maison, avec un piano à queue, puis ça. Il n'y avait pas Romanelli, mais il y avait elle, pour me montrer qu'elle avait bien fait ses devoirs toute la semaine. Et j'ai eu les larmes aux yeux. Hein. Puis elle l'a enregistré sur son dernier album, finalement. Et à la version féminine, Quand je serai morte, enterrez-moi dans un piano. J'aurais aimé l'entendre beaucoup plus tard, mais c'est quelqu'un qui installait un climat. Et curieusement, j'ai ri plus avec elle qu'avec Mimi Mati. Elle était très drôle. Elle était très, très drôle. Ouais. Elle avait un humour fou. Plus qu'avec Coluche, presque autant qu'avec Alain Juppé. C'est dire si vous Il y a un avez... humour très discret, mais il y en a un, je l'affirme. Eh bien, on le cherchera. On va évoquer maintenant une autre date importante, celle du futur, le 1er avril 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Robert Charlebois. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Robert Charlebois. On a évoqué votre passé lointain et présent, parce que le futur, c'est le 1er avril 2023. Retour au Grand Rex, 1er et 2 avril, 2 concerts exceptionnels. 1er avril en France, c'est un poisson d'avril, oui. Mais ça n'existe pas au Québec. Non, mais si je suis pas là, vous m'en voudrez pas. Ça finirait bien une carrière. Il n'y a pas la Et le 2, ben ça, c'est dépendamment de ma volonté. C'est parce que ça débordait vraiment. J'ai beaucoup d'amis. Oui. Puis les fans, pour moi, c'est des amis, hein, parce qu'ils partent de chez eux, ils se gardent dans Paris, des fois, ils louent une gardienne, etc. Donc, il faut vraiment être ami avec quelqu'un. Mon sens de l'amitié est très, très large, mais moi, à part mon piano, qui est mon meilleur ami, j'en ai d'autres. Mais j'en ai tellement qu'on a rajouté le dimanche, une matinée 6 à 8. Voilà. Ouais. Alors, il se trouve que ce sont des concerts exceptionnels, et surtout, vous qui ne faites jamais rien comme tout le monde, ça s'appelle le Charleboiscope, et c'est vraiment une innovation, car c'est un spectacle avec des vidéos, un écran géant, enfin, expliquez-moi ça. Ben, j'avais toujours soigné mon visuel. Comme tu disais toi-même, j'ai fait des shows en patin à glace au Palais des Congrès. L'hostie de show, je mettais mes musiciens au plafond, etc. Donc, mais j'avais négligé un peu ce côté visuel. Et je me suis dit, il faudrait que le cinéma ait affaire à moi un jour. Parce que j'ai essayé... Ben, j'ai fait 5-6 films, bien sûr, en tant qu'acteur. Mais tu sais, je me sens pas vraiment trop à l'aise là-dedans. Mais j'aime l'image. Même, hein? Et les yeux absorbent 45 fois plus que les oreilles. Donc, on a fait... Je me suis trouvé un orchestre pour les yeux que j'appelle des musiciens. Donc, j'ai 10 musiciens puis 10 musiciens. Et tout ça fait une espèce d'explosion atomique, mais uniquement au service de l'émotion. Parce qu'on a vu déjà des explosions puis des écrans sur scène, j'invente pas ça. Mais pas par moi, on l'a pas vu par moi. Et tout ça fait que on a gagné le show de l'année, enfin, pas un trophée, mais 6, là, conception, éclairage, musique, son, Au Québec, oui, parce que personne ne l'a vu ici. Sauf les Suisses, on l'a fait une fois au Paléo Festival. Et est arrivée la pandémie. On a oublié comme c'était dramatique, ça. Déjà, on est ailleurs aujourd'hui, là, mais... Et les gens ne se sont pas fait rembourser. Donc, quand on a recommencé après la pandémie, les salles étaient déjà pleines. Le bouche à oreille s'en est mêlé. Et on a fait comme 14 supplémentaires, non seulement à Québec, dans la Grande Place des Arts, mais à Montréal. On a fait Québec, Sherbrooke, Ottawa. Et donc, ça a fait bander le Québec pendant 3 ans. Puis je me dis, ça serait dommage que mes amis français ne le voient pas. Voilà. Et me voici. Alors justement, ce spectacle, il y a des vidéos spectaculaires, il y a des pas images... que du cinéma non plus, il y a d'autres choses. Mais il y a des écrans géants. Vous précisez... Des murs de LED géants. La taille de 2 maisons. Oui, ben c'est le REC, c'est vraiment la salle idéale pour moi. Et ça, c'est technique. Donc, c'est un show où il n'y a pas trop de place pour l'humour, puis parce qu'on ne joue pas avec des machines, mais les images correspondent à certains couplets, refrains, etc. Et si j'en saute un, moi aussi je me plante, ça désamorce l'émotion à chaque fois. Mais je me trompe jamais. Non, oui. Et ce sont des images je me trompe quand je veux. Ce sont des images, Robert Charlebois, que vous avez choisies. Ce sont des montages de votre carrière. Oui, bien qu'on m'a proposé, mais il y a des clubs qui s'appellent Champagne et Club Sandwich. Montréal est une ville très avancée pour le visuel. Hein.
pas rien que pour les jeux vidéo, mais tu sais, c'est... Beaucoup d'artistes américains font leur concept, viennent travailler à Montréal parce qu'on a des compagnies qui font vraiment des belles images. Ouais. Et comment Mais moi, c'est pas moi qui fais ça tout seul, voyons donc. Mais comment est venue l'idée de faire ce spectacle, Robert Charlebois? Ben parce qu'on avait tout fait. Orchestre symphonique, ukulélé, piano seul, combo, rhythm section, guitare, trompette, etc. Il en avait fait un qui s'appelle Avec tambour et trompette. Et j'avais essayé toutes les formes. Un big band, j'ai même eu un big band, 4 trompettes, 5 saxophones, 3 trombones, des violons, tous les filles, il y a des filles qui savent jouer du violon. C'était magnifique. Et donc, je me suis dit, ben, quand on a tout fait musicalement, qu'est-ce qui reste? L'œil. Voilà. Et il fallait trouver les techniciens capables de faire ça. Oui, et j'ai trouvé. Mais c'est les musiciens qui me suivent depuis une vingtaine d'années. C'est pas... Ça aussi, ça s'entend sur scène. Et l'éclairagiste aussi, c'est des gars que je connais depuis 15 ans, 20 ans. Donc, on respire ensemble, quoi. On n'est pas les Bee Gees, là, mais on respire ensemble. Et il y a des chansons de votre carrière, parce que finalement, c'est une autobiographie en chansons en même temps. Ben, c'est 50 ans du Québec à travers mes chansons. Et encore le jazz et la java. Voilà. On voit l'histoire d'un peuple à travers sa musique. La France, les États-Unis, tous les beats, depuis le Charleston en passant par le Boston, puis le funk aux États-Unis, c'est incroyable. Et ça correspond toujours à la société, à la... C'est pas la musique. Oui, la musique peut influencer parce que là, tout le monde est de mauvaise humeur à force d'écouter du rap parce qu'il n'y a pas d'humour dans cette musique-là. Enfin, si vous en connaissez un, à part MC Solar, bien sûr. Vous me le direz si vous connaissez un rappeur qui a de l'humour, je vais aller l'écouter. Mais comme une religion qui a de l'humour, c'est assez rare un peu. Mais on dit n'importe quoi. Non, c'est très sérieux. On est très, très sérieux. Mais tout ça pour vous dire quoi? Déjà, j'ai perdu mon fil rouge. Non, pour parler du spectacle, c'est vraiment une autobiographie en chanson. Et je vous donne un exemple d'une chanson qui est dans ce spectacle. C'est Les ailes d'un ange. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bail, je partirais pour Québec. Et cette chanson, effectivement, c'est lié à votre retour au Québec après la Californie, qui a été quelque chose de décisif pour vous. Oui, là, c'était la version country. Oui. Ben, la Californie, c'est sûr que je quittais les boîtes à chansons Rive-Gauche. Imagine que, comme on disait, les boîtes, des catacombes. Oui. Et je découvrais la lumière. J'ai découvert la lumière à travers quelques substances que Hendrix prenait au coin de Haight-Ashbury à San Francisco, etc. Puis j'allais au Fillmore East, Fillmore West, puis Paraphernalia, puis je voyais des couleurs à gâteau écrasées dans des vitres, puis je me disais... Il a fallu que je monte voir comment ils faisaient ça. On voyait la scène bouger, on voyait tout bouger. Finalement, c'était rien. C'était 2 gars qui pressaient des vitres ensemble avec de la peinture. Puis tout le monde était sur le pétard là-dedans, etc. Puis là, puis à force de croiser, Janis Joplin s'appelait à l'époque... Big Brother and the Holding Company, et puis des gens comme Zappa, qui lui aussi, au début, faisait beaucoup de visuels avant de faire de la musique pure. Oui. Et puis, c'est le personnage musical qui m'a peut-être le plus influencé dans ma vie. Il m'a réappris à jouer de la guitare électrique. En tout cas, passons. Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, je pouvais plus, moi... les gens m'ont pas accusé de traître, un peu comme quand Dylan est passé à la guitare électrique. Oui. Il perdait un chansonnier folk, mais il gagnait autre chose. Puis personne m'a dit à mort Charlebois, comme il faisait pour Dylan, libérer Bob Dylan de sa guitare électrique. Les gens l'ont accepté parce que ça s'est fait avec l'Expo 67, avec le Québec qui s'ouvrait sur le monde, avec... on sortait de la grande noirceur, puis je les ai aidés, mettons. Ou ils m'ont aidé surtout. C'est le Québec qui m'a fait, et non l'inverse. Alors, en même temps, c'est là où vous avez trouvé votre musique de base qui a servi ensuite au Québec. Et puis, il y a une autre chanson qui est importante aussi, qui n'a rien à voir avec la chanson de Gilles Vigneault, qui s'appelle Mon pays. Ça arrive en manufacture, les 2 yeux fermés bien durs. Alors, j'ai écouté cette chanson, et c'est quand même une des rares chansons où, quand on est français, on ne comprend pas un seul mot, Robert Charlebois. C'est du Régent Ducharme à son meilleur. Moi, je pense que c'est l'écrivain le plus important
du 20e siècle. De la francophonie, entendons-nous. Il y a juste Jean-Marie Leclésio qui est d'accord avec moi et peut-être Raymond Queneau. Et Raymond DeVos aurait été d'accord avec vous. Oui, sûrement. Mais non, mais c'est facile à comprendre. C'est un kiff de ouf. Hein? C'est une tuerie de ma race. C'est la première fois que j'ai entendu ça, ça veut dire quoi, ça? Mais après 2 écoutes, tu comprends ce que ça veut dire? Oui, sauf que moi, je me souviens avoir un jour vu un spectacle en québécois au Théâtre Saint-Denis à Montréal. J'ai pas compris un mot. Ah non, mais là, c'est une interprétation. Si j'étais... Ça a 50 ans, ça, je la fais mieux que ça aujourd'hui. Là, ça se compare pas. C'est des photos instantanées, les disques dans le temps. Mais j'ai appris à chanter depuis, voyons. Oui, mais surtout, c'est la langue qui est extraordinaire parce que quand on parle de mais vous... ça arrive... Oui, sa carte de punch dans le slot de la cloque. Ça, c'est difficile, mais la carte de punch... OK? Puis la slot de la cloque, c'est la fonte de l'horloge. Voilà. Fait qu'ils vont puncher tous les matins. Ils punchent. Mais ça, c'est le langage des ouvriers d'usine. Mais il m'écrit des chansons de personnages. Sur mon dernier album, j'ouvre avec une chanson qui s'appelle « Le manque de confiance en soi ». C'est vrai pour une compagnie, c'est vrai pour une manif, c'est vrai pour tout. On va manquer notre coup. On fait mieux de pas y aller. Ils sont 2 fois plus gros, ils sont 2 fois plus forts. On est mieux de rester chez nous. Restons tous plantés là. On va pisser dans nos culottes. Qu'est-ce qu'elle va dire, ma femme? Voyons donc. C'est des personnages, ça. Oui, en même temps, c'est une langue et on vous a surnommé le joual de vivre, Robert Charlebois. Le joual de vivre, c'est magnifique. Vraiment, ouais. J'aurais pas pensé moi-même. Qui a dit ça, le joual de vivre? C'est un journaliste. Ouais, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est la parlure québécoise. Oui. Et donc, on tend des échelles aux gens, mais quand on veut comprendre, on comprend. Puis quand on veut pas comprendre, on comprend pas. Puis les cow-boys fringants, comme par hasard, tout le monde les comprend. Parce qu'ils mettent la voix en avant. C'est ce que je fais. Et dans ce spectacle, donc au Grand Rex, le 1er et le 2 avril, il y a aussi une chanson qui évoque finalement ce que vous êtes. Je t'aime comme un fou, c'est peut-être la vie. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou, mais tu t'en fous. Je t'aime comme un fou. Alors moi, c'est une très belle chanson, mais pour moi, ce que vous aimez par-dessus tout, c'est la vie, parce que vous pourriez prendre votre retraite et vous continuez, vous n'arrêterez jamais. Ben, c'est un mot qu'il faut pas prononcer en ce moment. Oui. Mais je suis mal placé pour parler de ça parce que il y a les métiers qui nous choisissent, les métiers qu'on choisit. Personne ne veut travailler entre vous et moi. Les gens, ils veulent faire de l'argent, ils veulent un rôle dans la société. C'est pour ça qu'ils se lèvent tous les matins sur l'autoroute et ils veulent être considérés. Mais indépendamment de ça, quand on a une passion, on veut jamais que ça s'arrête. Et si on prend notre retraite, ça veut dire qu'on n'a pas trop aimé ce qu'on a fait durant notre vie. Et la vie se charge de nous donner des baisses de vitalité puis de nous sortir du jeu. On n'a pas besoin d'annoncer qu'on s'en va, là. Moi, je veux le faire comme Aznavour, comme Trenet, jusqu'à ma mort, probablement. Hein. Mais quel est le secret de votre jeunesse éternelle, Robert Charlebois? Ma femme. Ben oui, sinon je serais mort depuis longtemps. Elle s'occupe de me faire bien manger, bien boire. Voilà. C'est déjà énorme, ça. C'est une occupation en plein temps. Et vous continuez à écrire, à composer. Toujours, puis à travailler avec d'autres. Puis, comme Plamondon, là, on écoutait Je t'aime comme un fou, mais j'en ai 2 au fourneau avec lui en ce moment. Puis des gros rocks, et puis on va voir. J'en fais des textes aussi. Mais maintenant, je co-écris avec Plamondon. Ce que j'ai jamais pu faire avec Dabadi. Et c'est pour ça que les chansons de Dabadi sont un peu trop françaises pour moi. Parce qu'on en a fait une dizaine, ça a été mon beau-frère, puis on avait beaucoup de temps, on passait beaucoup de temps ensemble, mais Chiruti disait, quand tu chantes du Dabadi, c'est comme un blouson de cuir avec des dentelles. L'image est forte, mais il y avait un petit peu raison. Donc, le Grand Rex, c'est le 1er et le 2 avril. Ça continuera peut-être ailleurs en France? Ben, il faut jamais dire jamais, mais en principe, ce show-là, il faut que je passe à autre chose. Vous croyez? Moi, stand-up comique, ça m'irait bien. Eh ben, je vais détrôner Bigard. Eh ben, ça peut être pire que lui. J'attends ça avec impatience. Et puis alors, vous reviendrez dans les clés d'une vie parce qu'à chaque fois, c'est un bonheur. Et vous n'êtes pas parent avec Sud Magazine? Ça n'a rien à voir, vous? Non, rien à voir. Magazine de déco? Non, nous, on est Sud Radio. Pour m'informer. Non, une Sud Radio avec notre chaîne YouTube qui marche très bien et qui nous permet d'être lu et vu dans le monde entier, comme vous. Voilà. OK. Merci Robert Charlebois. Merci Jacques. Et 1er et 2 avril, rendez-vous au Québec, et puis au Grand Rex, je veux dire. Au Grand Rex. Et puis vous revenez très vite parmi nous. Merci Robert Charlebois. Je fais le tour de mon balai. C'est un gag entre nous. On l'expliquera dans la prochaine émission. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.